Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui ne sera pas un vlog, puisqu'aujourd'hui, je me pose littéralement. Si vous saviez comment le téléphone est calé, c'est du délit. Tant que j'ai pas de trépied, écoutez, voilà. Mais aujourd'hui, du coup, je voulais vous parler de la manipulation dans les relations, et plutôt, plus particulièrement, on va dire, dans les relations sentimentales. Bien évidemment, là, je vais vraiment vous parler de mon vécu à moi. Chaque vécu, encore une fois, est différent. Peut-être que je vais pointer des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais voilà, en tout cas, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on parle pas forcément. Il y a un espèce de tabou autour des manipulations dans les relations. Et aujourd'hui, je suis là pour vous en parler. Donc du coup, si jamais vous tombez sur cette vidéo, vous ne me connaissez potentiellement pas. Donc du coup, je m'appelle Morgane, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants en bas âge et je suis maman solo depuis bientôt 4 ans. Voilà, j'entame ma 4e année. Déjà 4 ans, les gars, genre c'est passé tellement vite. Si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, vous avez vu passer plusieurs vidéos où je vous parle de mon mariage, après je vous parle comment s'est passée ma séparation et mon divorce. Bref, vous savez que ça a été la relation la plus importante dans ma vie sentimentale, la relation qui a pris la plus de place, la relation qui a été également la plus toxique, et ça a été la relation, bien évidemment, qui ça va un peu avec, mais ça a été la relation qui m'a le plus détruite. Bon, encore une fois, mon ex-mari, ça a été la personne clairement la plus toxique avec laquelle j'ai été. J'étais avec d'autres gars avec lesquels ça n'a pas été top non plus. C'était pas le même niveau de perversité, de toxicité. Mais là, du coup, je vais un petit peu faire un melting pot. Bien évidemment, je vais surtout vous parler de ma dernière relation en date. Mais je vais également vous parler de certains traits d'autres mecs que j'ai pu dater. Avant de vous parler de la manipulation en elle-même dans les relations, je pense qu'il est important de comprendre que parfois, suivant notre vécu, on va avoir un très très gros bagage et on va avoir tendance à s'auto-flageller, moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se mettre nous-mêmes dans des relations dites mauvaises pour nous, toxiques, avec des personnes en face de nous que l'on met clairement sur un piédestal. Il est là déjà le vrai problème, c'est que les gens qui sont comme ça, les mecs, les pervers narcissiques, les hommes toxiques, repèrent tout de suite les personnes qui sont, je vais pas dire faibles, c'est pas le bon terme, mais les personnes en tout cas qui ont un terrain propice à être beaucoup plus facilement naïfs ou naïves et qui vont être beaucoup plus facilement influençables et manipulables. Moi personnellement, c'est bien un truc que j'ai remarqué ces dernières années par rapport à toutes mes relations quand j'ai fait un peu l'addition de tout ça. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à être toujours dans le même type de schéma. À savoir que j'avais toujours ce besoin-là de trouver un homme que je trouvais excessivement beau, limite trop beau pour être avec moi. Déjà, premier problème, où je peux me dénigrer à ce point en me disant que cet homme-là est trop beau, il ne peut pas être avec moi parce que lui aussi me trouve trop belle, il est forcément avec moi, limite par dépit, vous voyez. Il est déjà là le premier problème. C'est que comment dire, c'est que je n'avais pas assez confiance en moi pour me dire, je mérite cet homme. Non, il n'y avait pas de ça. C'était direct, je le mets sur un piédestal en disant, il est clairement meilleur que moi, il m'apportera beaucoup plus que ce que moi je peux l'apporter. Et il est déjà là le vrai premier problème, les gars. Donc voilà les premiers red flags finalement que l'on peut voir déjà. Mais ça, encore une fois, très souvent, on s'en rend compte une fois que la relation est passée, voire plusieurs années après, où on s'est dit, on se pose beaucoup de questions et on se dit pourquoi est-ce que je suis tombée dans cette relation? Pourquoi est-ce que au départ de ma vie sentimentale, j'étais avec des hommes avec lesquels ça s'est pas très bien passé, mais c'était pas à ce degré-là? Pourquoi ça a empiré au fur et à mesure des années? Et je me suis retrouvée avec des personnes, avec des hommes, avec des femmes qui ne me correspondaient absolument pas. Et pourtant, j'étais persuadée, personnellement, en 2015-2016, quand j'ai rencontré mon ex-mari, que c'était littéralement l'homme de ma vie et que j'allais littéralement faire ma vie avec. Bon, encore une fois, on a été mariés, donc techniquement, on était censé faire notre vie avec. Mais, encore une fois, il y avait des red flags dans cette relation, tout comme j'ai eu des red flags dans d'autres relations. Et pourtant, dans les autres relations, j'ai réussi à partir. Mais avec lui, j'avais beau avoir 10 milliards de red flags, je ne suis absolument pas partie.
Pour vous expliquer un peu dans mes précédentes relations, quelles ont été finalement les red flags qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait ces hommes-là n'étaient pas bons. Et encore une fois, j'avais pas cette dynamique-là quand même d'être dans le truc de me dire c'est l'homme de ma vie, vous voyez. Sans doute parce que ces relations-là n'ont pas réellement duré. Vous voyez, il y a le contexte de la rencontre, le contexte du premier contact, comment ça s'est passé. Et c'est vrai que, à part avec mon ex-mari, avec les autres, j'avais pas cette sensation-là, vous voyez, en me disant c'est l'homme de ma vie, c'est sûr. Non, pas du tout. Donc, pour vous expliquer un peu ma précédente relation, j'étais avec un homme, comment dire, en fait, après coup, j'ai compris qu'en fait, j'étais la numéro 2 et pas la numéro 1. Mais ça, je l'ai compris bien après. Pourtant, il y avait des red flags quand même. Il y avait des affaires de femmes dans son appartement, mais il avait toujours réponse à tout, cet homme. Il disait que c'était les affaires de sa voisine parce qu'elle avait un problème de machine à laver. Franchement, un aplomb légendaire, ce mec. On peut le saluer pour ça. Et puis, du jour au lendemain, il m'a plus répondu. Je pense qu'il m'a raconté un nombre de mensonges, mais je crois que j'ai même pas envie de savoir, en fait, le nombre de mensonges qu'il m'a raconté. Mais honnêtement, on est sur un level de mensonges, les gars, vous n'avez pas idée. Soi-disant, il avait perdu son permis, il devait aller sur Lyon pour une formation. Et genre, j'ai plus eu de réponse après ça. Genre, je me suis tellement inquiétée. Mais en fait, il était bien vivant. Mais quand je vous dis j'ai plus eu aucune nouvelle, c'est 0 nouvelle. Mais cette relation n'a pas duré longtemps. J'ai été également avec un homme, du coup, on avait une certaine distance géographique. Il faut savoir que tous ces hommes-là, je les ai rencontrés par des sites de rencontres. J'ai jamais rencontré quelqu'un, j'ai jamais été en couple avec quelqu'un que j'ai rencontré, vous savez, dans la rue ou par des amis en commun, jamais. Enfin, jamais. Un autre homme, du coup, ça c'était vraiment le premier mec avec qui je suis vraiment sortie. On avait une certaine distance entre nous, il habitait à 2 heures de chez moi. Et c'était un homme, quand on l'écoutait, c'était un homme qui avait l'air d'être intelligent. Voilà, il savait ce qu'il voulait dans la vie. Je vous dis ça, mais en même temps, le mec n'avait pas le permis. Il était beaucoup plus âgé que moi, enfin beaucoup plus âgé. Il avait pas non plus 10 piges de plus, mais il avait, je crois, 6 ans de plus que moi quand même. Donc déjà, ça pour moi, à l'époque en tout cas, je le voyais pas comme ça, mais je trouve que maintenant, c'est quand même un peu, vous voyez, un peu bizarre. Mais bref. Parce que moi, j'avais 19 ans à l'époque, et lui, il en avait 26, donc il avait même 7 ans de plus que moi. Donc ouais, quand même. C'était quand même un sacré écart d'âge. Et pourtant, j'avais le permis, je m'étais projetée dans un boulot, lui ne bossait pas, ou alors de temps en temps, mais enfin bon, c'était un mec qui était problématique pour plusieurs choses. Bon, déjà, c'est pas réellement de sa faute, mais il sentait extrêmement mauvais, les gars. Je vous jure, c'était une dinguerie. C'était insupportable. Dites-vous qu'une fois, j'étais allée le chercher à la gare, parce que c'était une relation, en fait, un coup j'étais avec lui, un coup j'étais plus avec lui. Même moi, j'arrivais plus à savoir si j'étais ou pas avec lui au bout d'un moment, mais j'étais allée le chercher à la gare, je me souviens. Il est rentré dans la voiture. Je vais ouvrir les fenêtres direct. Dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu, mais la personne qui était assise à côté de lui dans le train, je la plains tellement, je sais pas comment elle a fait pour respirer, genre. Mais je pense qu'il avait une maladie, vous voyez. Il y a des gens qui sentent mauvais, mais c'est une maladie. Parce que lui, dites-vous, même, il prenait des douches, il était pas sale, vous voyez, c'était pas un mec crade, mais il avait beau prendre des douches, il sentait mauvais, genre. C'était horrible, quoi. Mais genre, vraiment. C'était pas une... Vous savez, des fois, on dit que ça peut sentir un peu le poisson. Lui, c'était pas ça, c'était pas le poisson. J'avais l'impression de sentir un macabé, c'était horrible. Enfin bon, c'était terrible. Donc déjà, bon, voilà, pas top. Le mec, pour n'importe quel prétexte, il était à poil. Alors ça, c'est un truc pareil, je déteste ça. Je sais pas, c'est pas du tout excitant. Enfin, le mec, il coupe sa viande, il est à poil, non, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Outre le fait que il voulait avoir une super BM avec siège chauffant alors qu'il avait pas de thune, il avait surtout pas le permis. Enfin, mon gars, fait par étapes en fait. Passe d'abord ton code, après ton permis, et après tu pourras peut-être commencer à fantasmer sur l'idée d'avoir ton permis, mais déjà, et la thune pour passer ton permis, vous voyez. C'est un homme à qui j'ai payé beaucoup de choses, mais genre vraiment beaucoup de choses. Genre, j'ai dépensé. Je suis restée chez lui pendant 2 semaines. Et je crois qu'en 2 semaines, j'ai lui dépensé 1000 balles. Parce que je lui ai acheté plein de trucs. Une PSP, un ordinateur, enfin, j'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Donc, voilà. Encore une fois, je dis pas que je suis parfaite, vous voyez, parce que je pense que c'est très compliqué. Les relations amoureuses, les relations amicales aussi, mais les relations, pour moi, dans ma tête, déjà de base, c'est pas évident, vous voyez. J'ai l'impression quand même que j'ai évolué ces dernières années, que j'ai fait des progrès.
Mais quand même, je suis quand même pas évidente, vous voyez, à cerner, mais quand même, en face de moi, j'avais quand même des sacrés numéros, vous voyez. Moi, j'ai pas fait des dingueries comme ça, vous voyez. C'est un homme qui était aussi très jaloux et très possessif. Et ça, moi, c'est un truc jaloux. Pour certains trucs, je veux bien, tant que ça dépasse pas une certaine limite. Mais après, pour moi, c'est trop, vous voyez. Et lui, c'était trop. Voilà, je vous le dis, c'était trop. Donc, euh, donc voilà. Et sans doute d'autres choses que j'ai oubliées, comme le fait, ah oui, il y a eu ça. Comme le fait que il a essayé de me V. Énorme red flag. Là, les gars, on est vraiment, voilà. Moi, il me dégoûtait. Il me dégoûtait, outre parce que, comment vous dire, qu'il sentait mauvais. Euh, il avait des comportements, des fois, enfin, il y a des trucs, je peux pas le dire ici, mais je sais pas. Enfin, c'était un homme qui m'a traumatisée. Vraiment, il y a une partie de moi qui est traumatisée pour toujours à cause de lui. Voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier mec avec qui je suis sortie. Après, il y a eu voilà différents mecs. Il y en a eu un autre aussi qui était pas mal. On s'entendait plutôt bien. Il y avait une bonne discussion. Et un jour, du coup, je décide d'aller chez lui. Donc, il était à 1 heure environ de chez moi. On décide de regarder un film. Alors déjà, what the fuck, genre le mec, il met le parrain. Genre, je sais pas à quoi il s'attendait, mais il met le parrain. Et je me rends compte que chez lui, tout est hyper rangé, hyper, c'est limite classé, vous voyez. Donc je me rends compte que le mec est maniaque et je m'en rends surtout très vite compte parce qu'en fait, il supporte pas le fait qu'il y ait une mouche qui vole dans l'appartement. Et là, je me dis, en fait, le mec, il est pas que maniaque, il est méga, méga maniaque de la mort qui tue, quoi. Et ça, moi, déjà, ça commence à me mettre un peu mal à l'aise. Et le pompon, ça a été qu'en fait, lui aussi, il a essayé, vous voyez. Sauf que j'avais beau lui dire non, il m'écoutait pas. Non, mais je vous jure, c'est horrible. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, mon cerveau s'est coupé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai frôlé le fait de tomber dans les pommes. C'est-à-dire qu'en fait, je me sentais partir, genre, tellement que ça m'a. Je sais pas à quoi je m'attendais en allant chez lui, genre. Mais je m'attendais clairement pas à ça. Enfin, moi, j'avais pas prévu, vous voyez, de faire ce genre de choses. Lui, apparemment, il voulait beaucoup, beaucoup trop même. Et en fait, quand il a vu que je perdais connaissance, il a pris peur. Et il m'a direct ramené chez moi. Genre, je l'ai traumatisé, mais en tout cas, bien fait pour lui, ça lui apprendra. Quand on dit non, c'est non. Non n'est pas un oui, en fait, tu fais pas ce que tu veux. Et après, voilà, il a commencé à me dire par message qu'il se voyait pas continuer avec moi parce que il se voyait pas, comment dire, être avec quelqu'un qui peut s'évanouir juste parce qu'il veut la ken, quoi. À un moment donné, mec, j'ai dit non. Voilà, j'ai dit non. Enfin, non. Non. Voilà. Donc voilà un peu pour vous expliquer les red flags, surtout au niveau de ces relations-là. Et dites-vous que pour toutes ces relations-là, j'ai eu du mal à me détacher. Vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de temps avant d'être 100% détachée de quelqu'un. Et surtout, ce que j'ai besoin, c'est de couper à 100% les ponts avec cette personne. Quand je vous dis 100%, c'est le keblo de partout. Et ne pas, enfin, je veux dire, comment dire, ne pas le voir, ne pas sentir son odeur et tout ce que vous voulez. Voilà, tout ça pour moi, c'est basta. J'en ai besoin pour qu'il y ait une vraie coupure. Parce qu'encore une fois, on est tous différents. Et moi, je sais comment je suis, je connais mon caractère et tout ça. Donc, pour 100% passer à autre chose, j'ai besoin de 100% couper. Donc, imaginez qu'avec mon ex-mari, je ne peux pas 100% couper puisque j'ai 2 enfants avec cette personne. Donc, c'est extrêmement compliqué. Ça a été pour moi extrêmement compliqué de tourner la page. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'a fallu très longtemps avant de réussir à 100% tourner la page. Et il n'y a pas que ça, bien évidemment, parce qu'évidemment, il y a tout le contexte de la rupture. Par exemple, quand j'ai appris, l'homme avec qui j'ai été, quand j'ai appris que j'étais la numéro 2 et pas la numéro 1, vous savez, le fameux mec qui avait des affaires de nana dans son appart, qui me disait que c'était sa voisine qui a un problème de machine à laver, voilà, celui-là. Quand il y a eu la rupture, même s'il n'y en a pas réellement eu, parce que j'ai plus du tout eu de ces nouvelles du jour au lendemain, ça a été une des ruptures qui pour moi a été le plus difficile parce que pas de nouvelles, pas d'explication. Le mec, on dirait qu'il est mort alors qu'il l'est pas. Pas d'explication. Voilà. Et pour moi, ça, c'est très difficile parce que
j'avais besoin d'explications. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais préféré 1000 fois qu'ils me disent toi et moi, c'est terminé, je veux pas de toi, t'es trop moche. Ben, bref, je m'en fous. Que le mec, il me termine. Et au moins, voilà, c'est fini. Voilà, tu sais que c'est fini. Là, t'es dans l'incertitude totale de savoir si oui ou non, c'est terminé. Voilà. Donc, ça, pour moi, ça a été très difficile. Alors, imaginez. Je passe littéralement 6 ans de ma vie avec quelqu'un. On a 2 enfants ensemble. On se marie. Et cette personne, du jour au lendemain, me jarte. Littéralement, du jour au lendemain. Imaginez la violence. Imaginez le fait que vous habitez avec cette personne. Genre, vous habitez avec cette personne. Vous avez un compte commun avec cette personne. Vous êtes marié avec cette personne. Vous avez 2 enfants avec cette personne. Vous êtes marié. Du jour au lendemain, vous vous prenez un messenger dans la tronche pour dire que voilà, le mec veut divorcer. Bon, autant vous dire que vous avez votre peine, votre désespoir et tout ce que vous voulez à gérer, puis vous avez les enfants également derrière. Mon fils, il avait 2 ans et demi, ma fille, elle avait 4 mois. Ah, ouais, ça fait beaucoup. Et c'est de là, du coup, je vais commencer à vous expliquer toutes les manipulations et toutes les red flags, on va dire, qu'il y a eu par rapport à cette relation, que on me disait. Franchement, si vous saviez tous les trucs qui s'est passé avec lui, tous les red flags, et combien de fois dans ma tête je me suis dit, c'est le moment d'arrêter. Et que je n'ai pas arrêté, les gars. Horrible. Horrible. Le premier événement qui aurait dû me faire partir, c'est ces nombreuses infidélités. Alors, encore une fois, on a chacun notre curseur au niveau de l'infidélité. Pour certains, envoyer un message à une go avec des messages assez explicites, c'est de la tromperie. Pour d'autres, voilà, on peut passer au-dessus, c'est que des messages. Pour moi, personnellement, c'est de la tromperie. Voilà. Et le mec était tellement serein que, genre, dans son bureau, l'ordinateur était grand ouvert avec les messages. Hyper serein, le mec. Normal. Je vous jure, des fois, quand je repense à un truc, j'ai pas les mots. Il y a eu ça. Ces nombreuses infidélités qui ont fait que j'aurais dû déjà prendre mes jambes à mon cou et partir. J'ai failli, les gars. Mais c'est là où, du coup, rentre toute la manipulation. Parce que lui, à ce moment-là, n'était pas prêt à ce que je le quitte et à ce qu'il se retrouve tout seul, puisqu'il n'avait pas réellement de plan B, vous voyez. C'est là où rentrent les fameuses, ou surtout la fameuse lettre qui m'avait été écrite. Voilà, comme quoi il voulait que je sois la mère de ses enfants et tout ça. Ah, mais cette lettre, elle était incroyable. On devait même se faire un tatouage en commun qu'il avait dessiné sur cette lettre. Ah, mais c'était tout un florilège, les gars. Tout un florilège. Si j'avais su que quelques années plus tard, ça allait être bien pire. Première manipulation, la lettre. Deuxième manipulation, se mettre à genoux et pleurer et me supplier de ne pas le quitter. Autre manipulation, me dire que sans moi dans sa vie à lui, il ne sait pas ce qu'il serait devenu. Autre manipulation. Voilà, les messages sur mon répondeur quand il m'a appelé pour me dire qu'il m'aimait, tout ça. Alors que le mec était déjà sur les côtes d'une autre, évidemment, sinon c'est pas drôle. Bref, tout ça c'est de la manipulation pour vous garder sous son contrôle. C'est exactement ce que j'ai vécu, les gars. Je pense aussi que du coup, c'est pour ça maintenant que je suis assez rigide avec les hommes. Rigide dans le sens où je les casse assez rapidement. Alors c'est pas que j'ai pas confiance en moi, vous voyez, mais c'est que j'ai du mal à penser que leur compliment est sincère, vous voyez, quand ils me font un compliment. J'aime tes tatouages, j'aime ton sourire, j'aime ton rire, j'aime ta voix, enfin bon. Voilà, j'aime tes yeux, voilà. Bon. J'ai tendance à pas beaucoup réagir parce que j'ai un mur de défense autour de moi qui est assez énorme. Parce que, ben, voilà, obligé. Obligé pour pas retomber aussi bas que j'ai été à cause d'un homme, les gars. Bien sûr, tout ça, ça a été des relations, vous voyez, successives, où ben, on vous tape une fois sur la tête, ça fait un peu mal. On vous tape 2 fois au même endroit sur la tête, ça commence à piquer.
3 fois, 4 fois, 5 fois, ben, au bout d'un moment, vous finissez sous terre. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec la relation que j'ai eue avec mon ex-mari. Donc voilà. Il y a eu également certaines fois où ça aussi c'est un énorme problème et on n'en parle pas beaucoup, mais les hommes qui se braquent parce que on refuse de ken. Oui, oui, voilà, ça m'est arrivé. Encore une fois, c'est de la manipulation, voilà. Il veut plus vous parler, il vous tourne le dos et vous cogitez toute la nuit parce que vous dites putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc de mal, forcément. Vous savez que vous n'avez pas fait un truc de mal, vous avez juste dit non et c'est bon, on a le droit de dire non, qu'on n'a pas envie, qu'on est fatigué, peu importe les excuses, vous voyez, peu importe ce que vous ressentez, vous avez le droit de dire non. C'est votre corps, c'est vous qui décidez, c'est pas quelqu'un d'autre, surtout pas un homme. Donc voilà, ça crée en fait des petites instabilités dans la relation qui font qu'en fait la confiance, si elle s'est installée, elle peut se dégrader, si elle s'est pas installée, ben elle risque de jamais s'installer en fait. Pour moi, ce qui a été le plus flagrant en termes de manipulation, ça s'est surtout passé à la fin de la relation, en fait, juste avant qu'il me quitte. Parce que lui, son but, c'était que ça soit moi qui le quitte et pas lui. Parce qu'évidemment, il voulait pas assumer le fait que ça soit lui qui ait décidé de me quitter. Parce que quitter une femme qui vient juste d'accoucher, ça la fout un peu mal quand même. Et comme c'était un homme qui a besoin d'avoir une image lisse, il n'est pas lisse, votre gars, je vous le dis, il n'est pas lisse. Mais ok. Son but, du coup, c'était de m'humilier. Voilà. Je n'avais littéralement jamais vécu de relations amoureuses dans lesquelles je me sentais autant en insécurité et autant humiliée. Pourtant, je vous ai quand même fait un background de mes relations précédentes et on voit bien que bon, déjà, j'ai tendance à tomber un peu toujours sur le même gigolo. Mais alors là, on avait passé un step. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, lui, il avait déjà refait sa vie avec quelqu'un. Il avait déjà son fameux plan B. S'il n'avait pas eu son plan B, les gars, il m'aurait pas largué. Mais là, il avait son plan B, vous voyez. Voilà. Il attendait juste d'avoir eu le plan B. Le plan B était là. Donc là, son but, c'était de me jarter pour après récupérer le plan B, vous voyez. Donc, il a commencé tout simplement par me dire qu'il ne supportait plus mes tenues. Alors, encore une fois, je venais d'accoucher, donc j'étais encore en plein postpartum. Donc oui, je vais pas me mettre sur mon 31 comme lui, n'est-ce pas? Parce qu'en plus de lui, lui, il est commercial, voilà. Donc il était toujours très bien habillé. Maintenant, c'est marrant parce qu'il est plus ses costards et tout, je les vois plus, hein. Mais ok. Donc lui, il était toujours tiré à 4 épingles à cette époque-là. Moi, non, parce que je m'occupais de la maison, je m'occupais des enfants, je m'occupais du chien, je m'occupais des chats, enfin bon, la totale. Mais il fallait que je sois tirée à 4 épingles pour lui, vous voyez. Donc il a commencé à me dire ça. Il supportait plus comment je m'habillais, il supportait plus que je sois en pyjama quand il arrivait, il supportait plus certaines de mes baskets. Voilà, ça a commencé comme ça. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que moi je lui répondais? J'étais incapable de répondre. Parce que il ne m'avait jamais parlé comme ça. Donc déjà, vous avez le choc, déjà. Et le problème, c'est que quand on vous fait ce type de réflexion une fois et que vous n'avez aucune réaction, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ce type de réflexion va revenir encore et encore, mais en plus, ça va s'empirer. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque derrière, j'ai eu le droit au fameux ta bouffe ressemble à du vomi, alors que lui, il faut savoir que c'était un homme qui était très difficile en termes de bouffe. Il aimait rien du tout. Il fallait lui faire des pâtes constamment, parce que sinon, il me cassait les pieds, pire qu'un gosse. Je vous le dis, pire qu'un gosse à faire bouffer. Donc, c'était une horreur. Donc, moi, avec mes 2 gosses et tout ça, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, il y avait toujours des pâtes qui étaient prêtes. Et là, j'en avais marre de bouffer des pâtes. Parce que ça va 5 minutes de faire 6 plats différents parce qu'on est X dans la baraque. Donc, je me souviens très bien d'ailleurs du plat que j'avais fait. C'était un plat végétarien. C'était une espèce de sauce avec des haricots rouges. Et il me semble même qu'il y avait de la semoule dans la sauce. Donc voilà, j'ai eu droit à ce fameux ta bouffe ressemble à du vomi. Et j'avais pas supporté, voilà, je m'étais mise à pleurer. Parce que pour moi, c'était clairement de l'acharnement, ce qui me faisait vivre, c'était horrible. Tout ça, encore une fois, pour me pousser vers la sortie, parce qu'il avait pas de couilles, littéralement. J'ai tellement morflé, si vous saviez. Pour moi, le pire de la relation a été les dernières semaines. Parce que les dernières semaines, il m'a fait vraiment du pressing de malade. Du pressing de malade.
On dormait séparément parce que moi, je dormais avec les enfants et lui, il voulait pas dormir avec nous. Pourtant, il y avait de la place dans le lit, mais OK. Il dormait à part. Je pouvais plus m'allonger sur son lit. Voilà, j'avais plus le droit. En journée, je venais le voir parce que il passait son temps à être dans sa chambre devant son ordinateur. Je ne pouvais plus m'asseoir et me coucher sur son lit, qui était d'ailleurs, entre parenthèses, mon lit. C'était mon matelas. Voilà. Donc, voilà. Il voulait plus passer du temps avec moi. Oui. Parce que vous comprenez, quand vous fréquentez une nana qui est beaucoup plus jeune, enfin beaucoup plus jeune, qui n'a pas eu d'enfant, elle a forcément pas le même corps que vous. Hein. Bon, il y en a qui sont plus chanceuses que d'autres, qui ont 3-4 enfants, qui ont un corps de dingue. Mais bon, j'ai envie de vous dire, bon, quand ça fait 4 mois que vous avez accouché, le corps de rêve, vous vous en foutez un peu. Enfin, en tout cas, moi, je m'en foutais. J'essayais juste de survivre parce que j'étais littéralement en pleine dépression postpartum en même temps qu'il était étonné. Je me tapais tout dans la baraque, lui, il faisait rien, ou très peu. Et quand il faisait le peu qu'il faisait, il avait tendance à râler. C'est encore plus drôle quand on connaît toute la situation du truc. Oh là là, je vous jure. Moi, je sais qu'une des premières questions que ma famille m'a posées, c'est « Est-ce qu'il t'a frappé ?» Et ce que je leur répondais à chaque fois, c'est « Non, il m'a pas frappé physiquement. » Je dis là, en fait, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai peut-être pas des bleus visibles sur le corps, mais j'ai des bleus partout dans ma tête. Genre, mon cerveau est couvert de bleu, mon cœur est couvert de bleu, mon cœur même est fissuré. Il m'a détruite. En fait, c'est à un moment donné, en fait, si vous voulez, quand j'ai compris qu'il avait un plan B et qu'il avait beau me dire qu'il se passait rien avec elle et que j'étais la folle du village de penser le contraire, oui, parce que évidemment, il me disait que je me faisais des films, que j'étais folle et tout ça, évidemment, alors que il y avait des rumeurs à son travail comme quoi il se la tapait déjà avant que je commence à me dire ça pue. Quand je me suis rendu compte qu'il avait une liaison avec son plan B, ma fille avait 3 semaines. Et là, vous êtes en train de vous demander, alors si vous n'avez pas vu ma vidéo où je clôture un chapitre, vous ne le savez pas, mais en fait, il a fait un soir un apéro-visio champagne avec le plan B jusqu'à 4 heures du matin. Et vous savez, pour ce genre de truc-là, nous les femmes, on a un instinct. L'instinct d'une femme est méga puissant, les gars. Je me réveille en fait au moment où je l'entends rigoler. À cette époque-là, on habitait une maison à étage. Et tout de suite, je me dis, il rigole pas avec un pote, il rigole avec elle. Le plan B. Et effectivement, j'avais raison. Il ne s'est jamais excusé pour ça. Et pour vous dire un peu, au moment où ça s'est passé, comme je vous disais, ma fille avait 3 semaines. À ce moment-là, je me suis fermée. Le lendemain matin, quand j'ai vraiment compris ce qui s'était passé pendant la nuit, je me suis fermée. Je ne pouvais plus lui parler. Je ne pouvais plus lui parler. J'étais complètement fermée. J'avais tellement envie de lui dire « Prends tes clics et tes claques et casse-toi ». Mais genre vraiment. Il me fallait vraiment pas grand-chose. Un cheveu, une épingle, il me fallait. Il me manquait juste un demi-pas pour que je prononce cette phrase. La chose qui m'a retenue, pourtant je sentais que à ce moment-là, j'avais le cardio, les gars. Je jure, j'avais le cardio pour encaisser. Et je vous promets, avec le recul, si j'avais su, j'aurais sans doute fait ça. Je sentais que je pouvais le faire. Et en même temps, je me disais, putain, ma fille, elle vient d'avoir 3 semaines. C'est peut-être juste une glissette. Voilà, une petite glissade. Alors que le mec m'avait déjà trompé. Mais bon, là, je me dis, bon, c'est juste une glissade, ça va passer. Après tout, on vient d'avoir un bébé. Je veux trouver des excuses. C'est ça le pire. C'est-à-dire que ces gens-là, on va toujours leur trouver des excuses. Oui, mais il travaille. Oui, mais le pauvre, il fait des heures sup pour notre famille. Oui, mais si, oui, mais ça. Zéro excuse, les gars. Zéro excuse. Il y a eu tout un tas de moments où je me souviens aussi, quand on a déménagé pour se rapprocher de son travail, je me souviens, je m'assois sur un carton, je le regarde. Et, je lui dis, si tu veux me quitter, fais-le maintenant. Me fais pas déménager pour me quitter après, je le supporterai pas. Je lui dis ça. Je lui dis.
Et il me regarde, il me dit, ah bah non, non, je veux pas divorcer, je veux pas te quitter. Menteur. Menteur. Puisque quelques semaines après, il m'a jeté. En fait, il avait tout simplement besoin de moi et besoin de ma famille pour faire le déménagement, parce que lui, c'est pas avec le peu de potes qu'il a et la famille inexistante qu'il a qu'ils allaient l'aider à déménager. C'était... Franchement, quand il m'a quitté et que c'est moi qui étais en première ligne, parce que évidemment les gens se posent 10 milliards de questions. Pourquoi avoir fait un deuxième alors que vous divorcez? Les gens ne connaissent pas l'histoire, mais les gens jugent quand même, vous voyez. Et c'était moi qui étais en première ligne de tout ça. Lui, il n'a pas besoin d'assumer. Déjà, il n'était pas dans le même département que moi. Ils s'en foutaient. Bref. Le fait que il m'ait manipulé sur les dernières semaines de la relation, c'est ça qui m'a détruite et qui m'a cassée. C'est-à-dire que quand ma fille avait 3 semaines, à ce moment-là, il n'y avait pas eu encore la méga grosse manipulation entre je supporte pas comment tu t'habilles, ta bouffe ressemble à du vomi, ne t'allonge pas sur mon lit. Enfin bon, bref. Tout le package. Tout le package que j'avais littéralement jamais vécu avec un mec. J'aurais été capable et j'aurais pas eu autant de séquelles psychologiques. J'aurais sans doute pas été malade euh, parce que il n'y avait pas eu tout ça derrière. Il n'y a pas eu tout ce brainwashing qui m'a fait par la suite. Sauf que voilà, quelques semaines après, il y a tout ça qui s'est passé. Il m'a littéralement tordu le cerveau. Il m'a littéralement achevé. C'est comme si j'étais à genoux et il m'avait littéralement achevé. Et ça ne lui a strictement rien fait. Et c'est ça le pire. Parce que quand vous dites à quelqu'un, je te manquerai jamais de respect parce que t'es la mère de mes enfants, parce que je te respecte, mais que le mec fait des dingueries à cause de ça, qui vous traite mal, et que vous tolérez ça, parce que, parce que vous n'arrivez pas à ouvrir votre bouche, parce que ça ne s'est jamais produit avant. Vous savez, le fameux truc où une femme, elle se prend une gifle de la part de son mec, et là, tout le monde lui dit, ben, il faut partir, faut pas rester, c'est facile à faire. Et ben là, moi, j'ai eu la preuve irréfutable sous mes yeux que même avec juste de la manipulation psychologique, ce qui est déjà insupportable et ce qui est déjà pas tolérable, je n'ai pas pu partir. Parce que il m'avait compressé, parce qu'il absorbait toute mon énergie pour la prendre pour lui, parce que j'étais sous emprise. Tout simplement. Quand vous avez un homme qui vous dit des belles paroles, qui dit les mêmes belles paroles à mes parents, qui dit que c'est un homme qui assume, et qu'à l'arrivée, en fait, le mec est tout l'inverse. Mais ça, encore une fois, c'est au fur et à mesure des années. Ça se fait pas tout de suite. La manipulation, l'emprise, ça se fait petit à petit. Petit à petit. Et pourtant, quand vous voyez que le mec, il envoie des messages, il drague des nanas sur les réseaux sociaux, il drague ses ex, il drague des nanas, et que vous, à côté, si vous discutez avec un mec, il se braque, il veut plus vous parler, il est en colère, il bougonne. Vous voyez ce que c'est? La toxicité, la manipulation. C'est-à-dire que lui, il a le droit de faire des dingueries avec d'autres meufs, mais vous n'avez pas le droit. Ne serait-ce que de parler à un mec. C'est proscrit, genre. C'est un truc de fou quand même. Je pense que c'est pour ça, vous voyez, le fait d'être en couple officiellement, pour ça que ça me manque clairement pas, vous voyez. J'aime tellement, si vous saviez, j'aime tellement le fait d'avoir des plans, d'avoir des flirts de temps en temps. Juste des relations un peu éphémères,
où finalement, mes enfants sont pas au milieu de tout ce bordel. Et moi, je peux réellement, quand j'en ai besoin et quand j'en ai l'envie, me connecter avec quelqu'un avec qui ça se passe bien. Et puis voilà, on se voit 1 ou 2 fois, après on se voit plus. Après, on peut potentiellement se revoir et puis après, on se voit plus. Vous voyez tout ça? Ça, moi, c'est un truc que je kiffe. J'aurais jamais pensé, à 32 ans, arriver et me dire: «J'aime ça. J'aime ce type de relation-là». Ça veut pas dire que je suis fermée à du sérieux, mais est-ce que je suis prête réellement à être de nouveau dans une relation, sérieuse? Je ne sais pas. Je vous le dis très honnêtement, je ne sais pas. J'aime le fait d'être dans des relations qui sont assez ouvertes. Voilà, littéralement, parce que je veux pas me prendre la tête, en fait, avec quelqu'un. J'ai d'un côté, j'ai peut-être pas l'envie non plus de faire trop de place à quelqu'un, vous voyez? Je lui réserve un espace, mais pas trop, parce que, ben, lui laisser trop de place, c'est potentiellement lui laisser la place de reprendre trop de place. Après, peut-être qu'effectivement, j'ai pas encore rencontré la bonne personne pour que cette personne prenne beaucoup de place, vous voyez? Je suis juste bien. En fait, je suis épanouie comme ça, voyez? Pour moi, le plus dur, c'est vraiment de la première rencontre, vous voyez? Une fois que la première rencontre est faite et que je vois le mec et que ça se passe bien, bon, j'ai quand même des critères qui sont quand même assez élevés. Mais je suis épanouie comme ça. Et c'est vrai qu'au plus je vieillis, au plus j'ai tendance à ne pas mettre les choses que je fais dans des cases. Parce que les cases, ça me saoule. Parce que j'estime qu'on met trop facilement, on a trop besoin, ce besoin-là de mettre les gens dans les cases. Et moi, ça, j'ai clairement pas envie de me mettre moi-même dans des cases, surtout en ce qui concerne mes relations avec les hommes. Donc voilà. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens, mais voilà, je voulais vous faire une vidéo un peu plus posée, où ce n'est absolument pas un vlog, mais où vraiment je vous parle de mon, de mes expériences, de ce que j'ai pu apprendre, et je trouve ça super intéressant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!